Donc on va vous parler maintenant de vraiment ce qu'on va retrouver et de ce qu'il faut prendre en compte en tant qu'extérieur, l'air extérieur. Vous avez entendu tout à l'heure, Francis l'a longuement évoqué aussi, tout comme Fabien et puis Corinne. Ce qui arrive de dehors, et bien, il faut le caractériser pour bien le prendre en compte pour ne pas faire n'importe quoi. On peut faire la plus belle voiture du monde, vous prenez une Ferrari, vous la mettez sur une bulle de sable, elle n'avancera pas. C'est un peu le même principe. Il faut adapter ce qu'il faut comme il le faut. Donc du coup, si j'invite pas le matériel, évidemment. Voilà. Donc du coup, un petit coucou à Saba Diboun de Cerema qui ne peut pas être là, du fond de son lit, elle est malade, la pauvre. Vous pensez pour elle. Et on a Claire-Sophie et Émilie qui vont nous parler, c'est écrit ici, le projet et son environnement. Pourquoi est-il si important de bien caractériser cet environnement de notre projet, l'environnement extérieur comme l'environnement intérieur? Du coup, qui va démarrer? Toutes les deux. Allez-y, venez, ça va être vous allez assister, vous voyez, une table ronde sans table, comme je disais tout à l'heure, et puis ça va être un partage de toutes les deux. Je te laisse avancer, te présenter si tu veux aussi, et puis Émilie également. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Balka, je suis ingénieure d'études à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Atmo Nouvelle-Aquitaine, c'est l'observatoire régional de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on fait des mesures sur toute la région. On a plein de stations de mesure qui mesurent la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on fait aussi des études particulières en fonction des contextes locaux. Ça peut être autour d'industries, dans des écoles, dans des zones urbaines, et aussi un peu de qualité de l'air intérieur. Mais on fait surtout de la qualité de l'air extérieur. Voilà, sur la région de l'Aquitaine. Et du coup, bonjour. Ça va? Tu remontes le logo. Ah oui, ça marche. Bonjour à tous, Claire-Sophie Pedvez. Moi je dirige le bureau études Médiéco, qui est un bureau d'études spécialisé sur les thématiques de santé environnementale, donc avec une approche globale sur la santé, et bien sûr dans la santé environnementale, une approche historique sur la qualité de l'air intérieur. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs du bâtiment, donc de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la réception d'un bâtiment, en passant par toutes les phases, à comment est-ce qu'on intègre la santé, et aujourd'hui notamment la qualité de l'air intérieur. Et du coup, avec Émilie, l'objectif, c'est de vous parler de façon plus opérationnelle à comment est-ce qu'on va traiter la qualité de l'air dans un projet de construction, de rénovation de bâtiments. On est parti pour une grosse demi-heure d'explication, les questions. Et la première image. Ah, l'image, elle est floue. C'est fait exprès. Parce que je fais jamais rien comme ça. C'est fait exprès, c'est qu'à un moment donné, c'est normal qu'elle soit floue, puisqu'il va falloir qu'on prenne conscience de ce qu'on va trouver partout pour la rendre nette et pour s'adapter à ça. Voilà pourquoi le flou, n'ajustez pas vos lunettes, c'était fait exprès. À toi, Émilie. La qualité de l'air, la définition qui a été donnée par l'Observatoire de la qualité des la qualité des environnements intérieurs. Donc on dit que l'air est de qualité acceptable s'il ne contient aucun polluant connu à des concentrations dangereuses et si une majorité des occupants n'exprime pas une insatisfaction et un malaise durant les périodes d'occupation. Et polluant, donc, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout ce qui est susceptible d'altérer la qualité de l'air en nuisant au bien-être physique, moral et social, c'est-à-dire la santé. On définit des paramètres de confort dans les espaces clos. Donc, pour la température, c'est 17 degrés dans les chambres et 19 à 21 degrés dans les autres pièces. L'humidité relative, c'est 40 à 60%. Et donc, on estime que pour les concentrations en dioxyde de carbone, 800 ppm, c'est une concentration acceptable dans les environnements. Concentration de recommandation due au Conseil de la santé publique. Oui. Alors, donc, pour les polluants de l'air intérieur, on a déjà parlé ce matin, il y a les sources qui sont extérieures, qui viennent de l'air extérieur, et qui vont pénétrer à l'intérieur de notre espace clos. Ça va être le logement, ça peut être
être reconduit dans notre voiture, dans les transports en commun, dans le métro par exemple. Voilà, donc tous les espaces clos. Donc à l'extérieur, on peut avoir des sources industrielles qui vont pouvoir apporter des polluants comme le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils, des particules. Les particules, on distingue les PM10 et les PM2,5. Donc les PM10, c'est les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. C'est celles qui commencent à être suffisamment petites pour pénétrer dans l'appareil respiratoire. Et après, les PM2,5, elles sont encore plus petites, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Et donc elles pénètrent plus profondément dans l'appareil respiratoire et elles sont donc plus dangereuses. On a également, on peut avoir des sources agricoles donc, qui vont amener des pesticides, de l'ammoniac s'il y a des épandages. Il va aussi amener des particules. Quand on fait la moisson par exemple, ça amène des poussières. On va avoir aussi des sources liées au secteur des transports, que ce soit routier mais aussi maritime, aérien. Et donc là, ça va apporter notamment des oxydes d'azote. On dit que les oxydes d'azote, c'est des polluants traceurs du trafic routier, ça veut dire qu'ils sont en très grande majorité émis par le trafic routier. Et on va aussi avoir des particules, PM10, PM2,5 et des composés organiques volatiles. On peut avoir des sources naturelles également, comme les pollens, et aussi les poussières du Sahara. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois on a des poussières un peu rouges sur les voitures. Voilà. Et du coup, ça, c'est du sable du Sahara qui est amené par des masses d'air jusque chez nous. Et donc, ça nous fait des particules dans l'air que nous respirons. Également, les éruptions volcaniques, c'est déjà arrivé qu'on ait un volcan en Islande qui émette du coup beaucoup de particules dans l'air qui se retrouvent jusqu'à chez nous, transportées par le vent. Et donc, voilà. Et donc, aussi, on peut avoir des polluants qui viennent du sol. On a parlé du radon ce matin, on en parlera un petit peu plus après. Également, si les sols sont pollués, si il y a une friche industrielle par exemple, voilà. Tout ça, c'est des polluants donc, qui sont à l'extérieur, qui vont pouvoir rentrer dans l'espace clos. Et donc, si je peux me permettre, c'est des polluants qu'on va retrouver aussi en regardant l'agriculture, l'industrie, les pollens ou autres. Ils ne sont pas immédiats autour du projet qu'on peut avoir. Ça peut venir de vraiment très loin. On a cet exemple, le volcan dont tu parlais tout à l'heure. On sait très bien aussi que les centrales à charbon allemandes arrivent sur Paris, avec les émissions qui montent et qui retombent. Et notamment, quand je parlais tout à l'heure des feux qu'il y a eu ici dans les Landes, les fumées sont montées à Paris. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, on doit regarder un périmètre quand même assez vaste par rapport à tout ça. Tout à fait, d'ailleurs, c'est moi qui étais d'astreinte quand les feux se sont déclenchés en 2022, donc je m'en souviens. Puisqu'au Rassemblement de la Terre, on a une astreinte, on surveille la qualité de l'air 24 heures sur 24, sur 7, comme je le disais. Et si on a des dépassements de certains seuils, nous, on est en charge de prévenir la préfecture qui peut déclencher une alerte pollution. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur la rocade, alerte pollution, baisser la vitesse de vol. En général, c'est nous qui prévenons la préfecture. Donc, il y a aussi donc, à ces sources extérieures, on a les sources intérieures qui s'ajoutent. Donc là, on va avoir beaucoup de sources, notamment tout ce qui est combustion, donc les chaudières, la cuisson des aliments par exemple, les gazinières, etc. Également, si on fait brûler des bougies, de l'encens, voilà, tous les processus de combustion comme ça émet des polluants, donc des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, du monoxyde de carbone, également du formaldéhyde, voilà, des particules. Ensuite, le tabagisme aussi, combustion. Donc tout ce qui est autour de nous, les matériaux de construction et d'ameublement vont amener aussi des polluants, d'autant plus quand ils sont neufs où ils émettent une grande quantité de polluants, et puis après ça décroît au fur et à mesure de la vie, et notamment si on achète des meubles d'occasion par exemple, ils seront moins émissifs que si on achète des
meubles neufs. Sauf si on les décape et on les revernit bien. Oui. Et après, il y a aussi d'autres solutions pour les meubles, on en parlera plus tard, pour les meubles neufs, avec un étiquetage. Et aussi, donc, le comportement des occupants va avoir un impact, comme je disais, si on utilise des bougies, etc. Voilà, rien que la respiration des occupants va amener du dioxyde de carbone. Si on a des animaux, puisque les poils, ça va amener des allergènes. Voilà, aussi les plantes, on utilise des insecticides pour les plantes. Les plantes peuvent amener aussi des pollens en air intérieur. Et également les produits de nettoyage qui sont une source de composés organiques volatiles et de formes actives notamment, et puis aussi des particules. Quand on nettoie, on remet en suspension des particules dans l'air. Si je peux juste revenir aux animaux, on en voit de plus en plus. Vous avez vu des émissions où on parle des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Il faut quand même savoir que c'est vachement sympa. Un terrarium d'un serpent, c'est très chaud. Il leur faut de l'humidité. Donc imaginez ça, de garder dans un logement. J'ai une collègue, elle en a un, 32 degrés en permanence. Et elle dit l'été, c'est l'enfer. Oui, c'est clair que c'est l'enfer, mais pas que tout au long de l'année, ça crée des soucis. On voit qu'elle a quelques soucis respiratoires. Donc, ça contribue, il y a beaucoup d'éléments sur ce plan. Et ça grossit les lacs. Donc, pardon. Oui, du coup, les sources d'humidité vont amener des moisissures dans l'air intérieur. Bon, du coup, pour l'instant, le tableau dressé est quand même pas très optimiste, mais rassurez-vous, avec les bonnes pratiques, il y a moyen de se protéger de cette pollution et c'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Émilie vous parlait de l'air extérieur, on va y revenir un peu après. Première chose, dans n'importe quel, peu importe quel type de bâtiment, qu'on soit d'ailleurs dans du neuf ou qu'on soit dans de la réhabilitation, quand on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le bâtiment, la première question à se poser, c'est d'abord où est-ce qu'on construit. Donc essayer de caractériser l'environnement extérieur, à la fois l'air, où on y pense souvent, mais aussi le sol, et du coup se poser la question si oui ou non j'ai une problématique, et si j'ai une problématique, s'interroger sur les solutions pour réduire le transfert des polluants extérieurs. Et c'est là, on va en reparler tout à l'heure, qu'on va revenir sur la ventilation, c'est que simple flux, double flux, on peut échanger très longtemps sur le débat. Je pense qu'en termes de qualité de l'air, la question de se poser, c'est est-ce qu'on a d'abord besoin de se protéger de l'air extérieur. Une fois qu'on a fait ça, et peut-être que dans certains projets, on n'est pas du tout concerné par des pollutions air extérieur et sol. Deuxièmement, on va ensuite s'intéresser à limiter les sources de pollution intérieure. Et vous voyez que souvent, dès qu'on parle de qualité de l'air intérieur, les gens pensent très rapidement aux produits de construction, mais avant de penser produits, on a déjà beaucoup de questions à se poser. Une fois qu'on a limité les sources de pollution intérieure, la clé, et vous en reparlerez peut-être un peu plus cet après-midi, c'est assurer un renouvellement d'air adapté. On aura globalement toujours, même si on limite les sources de pollution, on retrouvera toujours des sources de pollution, mais même nous sommes une source de pollution. Du coup, c'est comment est-ce qu'on renouvelle l'air pour garantir une qualité de l'air dans le temps. Et autre sujet, parce qu'on est acteur du bâtiment, on est professionnel du bâtiment, donc on va beaucoup s'intéresser à ces phases conception, chantier et réception. Mais il y a quand même des gens qui arrivent après, et c'est comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les sensibilise, comment est-ce qu'on leur fait prendre conscience de ces enjeux. Et puis il existe aujourd'hui différents outils pour les accompagner vers les bonnes pratiques. Alors concrètement, comment est-ce qu'on intègre la qualité de l'air dans un projet? D'abord, comme on disait, on va essayer de qualifier l'environnement extérieur, donc ça commence par une analyse de site. On reviendra un peu sur les différentes étapes. L'analyse de site, elle permet de voir si oui ou non on a une problématique. Et donc là, on va s'intéresser aux données qui sont données par les ATMO, par exemple, sur la qualité de l'air extérieur. Et puis, une fois qu'on a fait cette analyse de site, on va définir un peu nos objectifs pour notre bâtiment. Est-ce qu'on souhaite respecter à la réception du bâtiment certaines concentrations de polluants dans l'air intérieur? Ensuite, on va passer sur la phase conception. Donc, phase conception, la qualité de l'air, elle se réfléchit à toutes les phases. C'est qu'est-ce qu'on intègre dans les CCTP pour amener les entreprises à proposer des produits respectueux de la qualité de l'air intérieur. Sur le chantier, quelles sont les bonnes pratiques à respecter? Donc on a beaucoup parlé des chartes chantier faible nuisance. Aujourd'hui, on parle aussi des chartes chantier qualité de l'air intérieur, les temps de respect des temps de séchage sur le chantier, respect des références produits dans les marchés de travaux. Donc on va regarder un peu tout, intégrer tout ça
en conception. Il y a des notions de protection des travailleurs aussi, sur ce plan-là, vis-à-vis des poussières qui sont... Alors globalement, travailler sur la qualité de l'air sur le chantier pour les futurs occupants, c'est quand on va choisir des produits qui sont moins émissifs, c'est aussi bon pour les gens qui sont sur le chantier. Quand on va vouloir essayer de maîtriser l'humidité sur le chantier, parce que l'humidité sur le chantier, c'est un vrai sujet pour la qualité de l'air du futur bâtiment. On a l'impression que c'est le chantier et que ça a le temps, mais non, parce qu'une plaque de plâtre qui est exposée à l'humidité aujourd'hui, notamment avec les nouvelles réglementations sur la performance énergétique des bâtiments, on va très vite, on veut mettre très vite le bâtiment étanche, et en fait on livre aujourd'hui des bâtiments qui sont déjà contaminés par les moisissures. Donc la maîtrise de l'humidité sur le chantier, elle est essentielle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions aujourd'hui. Alors oui, il y a les problématiques de planning. Oui, aérer un bâtiment en phase chantier, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des problèmes d'intempéries, il y a des problèmes de sécurité. Mais on sait vers quoi aller, et aérer un chantier, ça veut aussi dire une meilleure qualité de l'air pour les compagnons sur le chantier. Du coup, presque la phase conception, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, Corinne vous a montré l'étiquetage obligatoire des produits de construction tout à l'heure, presque la prescription, l'intégration des exigences, c'est presque facile aujourd'hui de mettre ça dans des pièces écrites. L'enjeu finalement, il est sur le chantier de vérifier que les produits qui vont être mis en œuvre correspondent vraiment à ce qu'on souhaitait en termes d'exigence qualité de l'air intérieur. Et donc on voit, quand on accompagne les projets, de plus en plus, nos missions, elles ont bougé de la phase conception à la phase visa sur chantier, où on nous demande de valider telles et telles exigences. Alors vous verrez après, on y reviendra, que l'étiquetage c'est bien, mais il n'y a pas que ça, et que d'avoir un étiquetage, ça ne veut pas forcément dire que tout a été respecté derrière, et puis il y a des petites subtilités. Donc sur le chantier, vérifier. Alors c'est vrai que c'est aussi un truc nouveau qu'on fait, c'est que sur le chantier, parler de la qualité de l'air aux entreprises, parce que souvent on demande à nos entreprises, on leur sort un cahier des charges avec plein d'exigences, personne ne sait exactement de quoi on parle. Du coup, on va maintenant faire des ateliers de sensibilisation via des vidéos sur 3 sujets: la maîtrise de l'humidité, sur les émissions de composés organiques volatiles et sur la performance du renouvellement d'air, pour aussi et les intéresser au sujet et leur faire comprendre pourquoi est-ce que le chantier est un élément clé pour la qualité de l'air du futur bâtiment. Et puis enfin, comme dans tout process, on mesure la performance énergétique des bâtiments, aussi contrôler la qualité de l'air à réception. Alors il y a le système de ventilation, mais contrôler la qualité de l'air à réception, vérifier que dans la qualité de l'air qu'on respire, les différents polluants respectent les seuils donnés par les organismes de référence sanitaire. Aujourd'hui, ça devient vraiment de plus en plus essentiel, et demandé d'ailleurs dans plusieurs démarches. Et demander après, si on prend de surveillance de qualité de l'air dans les ERP, c'est demander sur le long terme, puisqu'on revient par année pour surveiller ça. Donc, en fait, presque il y a 2 étapes. Il y a d'abord, je fournis un bâtiment qui respecte la qualité de l'air, et puis ensuite, il y a comment je l'entretiens dans le temps. Mais l'entretenir sans déjà avoir le terreau nécessaire pour que le bâtiment, que l'exploitation se passe bien, c'est essentiel. Donc, et c'est pas les mêmes acteurs, c'est aussi pour ça que c'est différent. C'est qu'une fois qu'on est sur un projet à réception, sauf si on parle du logement, à part chez les bailleurs, mais donc globalement, une fois que le projet est livré, il y a la première année, et puis après, tout le monde s'en fout. ça devient de la réno du moment que les clés ont été données. Oui, exactement. Donc au niveau des règles aussi, après, ça donne beaucoup de d'où couverture. l'importance de sensibiliser aussi les gens. Cette diapo, elle est aussi pour vous expliquer que la qualité de l'air, on en parle de plus en plus, elle se structure aussi. Il y a des démarches, il y a des démarches environnementales connues depuis longtemps, notamment les référentiels HQE, que ce soit dans le tertiaire ou dans le logement. Aujourd'hui, on a des démarches spécifiques pour la qualité de l'air intérieur, qui vont reprendre en fait ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire qu'à chaque phase, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les bonnes pratiques. Vous avez 3 démarches globalement en France. Alors en plus, dans les démarches environnementales, la qualité de l'air était déjà intégrée. Ces démarches, elles vont aller un peu plus loin. Vous avez ECRIN qui a été développé par l'ADEME, pareil, qui est une démarche qui commence dès l'analyse de site jusqu'à la première année d'exploitation des bâtiments, qui s'adresse à toute typologie de bâtiments, en neuf et en rénovation, qui est porté par l'ADEME. Vous avez le label intérieur, qui est un label pareil, qui reprend, qui s'adresse à du neuf et à de la réhabilitation pour toute typologie de bâtiment, qui est porté par Immolab. Et puis quand vous faites déjà du BNF Habitat, vous avez un profil complémentaire que vous pouvez faire sur la qualité de l'air, qui s'appelle le profil QAI, qui s'adresse plutôt là à on est sur c'est cercal, donc c'est plutôt du logement,
neuf et en rénovation. Donc là, rapidement, on va reprendre un petit peu plus concrètement chaque étape et ce qu'on va regarder exactement. Donc pour prendre en compte l'environnement extérieur pour notre projet de construction, il faut se poser déjà la question, est-ce qu'il y a des sources de pollution à proximité? Donc est-ce qu'il y a un aéroport? Mais pas uniquement, est-ce qu'il y a un aéroport, mais aussi est-ce qu'on est sur le chemin aérien? On n'y pense pas toujours. Est-ce qu'il y a des industries à côté? Est-ce qu'il y a une route à fort trafic, une autoroute? Est-ce qu'il y a un port important? Et parfois on pense qu'à la campagne, il n'y a pas de source de pollution et on est à l'abri, mais en fait non, pas toujours. Et donc bien regarder si est-ce qu'on a des champs autour, des activités agricoles. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est prendre en compte les vents dominants, puisque comme on a parlé tout à l'heure des poussières du Sahara ou des volcans d'Islande, eh bien les vents vont déplacer la pollution. Et donc il faut aussi bien prendre en compte donc les vents, et on va pouvoir concevoir notre bâtiment en fonction de la qualité de l'air extérieur et donc définir ainsi le type de ventilation, le type de filtre qui va être utilisé, où on va placer les prises d'air. Voilà, je vous ai mis quelques ressources utiles pour définir les sources de pollution à proximité. Donc, il y a Géoportail, c'est un site du gouvernement, là vous pouvez retrouver les réseaux routiers, les aéroports et ce qui concerne l'agriculture. Il y a aussi Géorisque, toujours un site du gouvernement, où là on va retrouver des données sur les industries et sur les risques naturels. Donc j'ai mis Atmo Nouvelle-Aquitaine pour les données de mesure de qualité de l'air. Après, si c'est pas dans la région de Nouvelle-Aquitaine, il y a une ASCA, on appelle ça les ASCA, c'est des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air dans chaque région, même dans les Outre-mer. Et par contre, elles ne s'appellent pas toutes Atmo, mais il y en a toujours une. Et donc, si vous avez besoin de consulter les données de qualité de l'air, elles sont disponibles en ligne. Et également donc Météo France pour les données météo, notamment des vents. Il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure sur la ventilation. En fait, hors préoccupation énergétique, le choix du système de ventilation, il va se faire là pour des raisons de qualité de l'air. C'est que d'abord, on regarde ce qu'on a à l'extérieur et si on a besoin, si on identifie une pollution, notamment en particules fines, c'est là qu'on va venir se dire, sur ce bâtiment, il faut filtrer. Et ensuite, regarder les niveaux de filtration en fonction des concentrations extérieures. Donc, le choix du système de ventilation pour la qualité de l'air intérieur, en dehors de son bon fonctionnement en exploitation, sur le fait d'avoir une filtration ou non, il se fait par rapport à l'environnement extérieur. Et par rapport à cet environnement extérieur, c'est une considération qui est plutôt à un moment donné de l'année où on a des informations d'un pic de pollution qui peut être, ou alors on regarde en fait sur une donnée annuelle. Parce qu'il y a plusieurs sources évidemment qui peuvent intervenir. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les données annuelles. Après, les épisodes de pollution, il y en a certes, c'est plutôt une expédition court terme, mais là, si c'est pour construire un bâtiment, il faut regarder les deux, mais pas oublier l'exposition long terme et donc les données annuelles sur plusieurs années. Oui, pour avoir une réplicabilité. Et les données température un petit peu, mais aussi c'est comme si on avait un vent. Ici, le vent dominant, il est ouest, à Bordeaux. Donc si on a une route qui est entre nous et la maison, évidemment que si c'est ouest et que ça va dessus, il va falloir le traiter. Si on a l'inverse, on va pouvoir faire autrement. Et tout ça, c'est tout le bureau d'études à réfléchir dessus. Francis. Honnêtement, je pense qu'il faut faire les deux. C'est un petit peu ce qu'on fait maintenant en ce qui concerne les problèmes de performance énergétique, c'est-à-dire qu'on a des données annuelles. Et puis après, on va regarder des séquences, par exemple, pour le confort d'été. Donc on va prendre des séquences, justement, où il y a un risque de dépassement du confort d'été, et c'est là-dessus qu'on va se baser. Je pense que pour l'influence de la pollution extérieure, il faut faire un peu les deux. En fait, ça va vraiment dépendre en zone urbaine dense, et notamment à Paris. On a une pollution de fond déjà qui est déjà assez haute, donc annuellement ça marche. Mais effectivement, en fait, ce pic, il va vraiment dépendre. Les axes de trafic sont importants parce que de 7h à 9h, on a des pics. Et là, du coup, ça amène, il y a le système qui va protéger, mais il y a aussi comment les occupants gèrent l'aération, l'ouverture des fenêtres dans leur logement. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour donner les bonnes recommandations. Donc
périph, j'ouvre pas à 8 heures. Bah j'évite. Voilà, on est d'accord. Et ne jamais dire qu'on n'ouvre pas ses fenêtres. Aussi. Pas besoin. Je vais faire un petit focus sur la réglementation en air extérieur. Il y a 13 polluants qui sont réglementés en Europe. Donc on les a ici, dioxyde de soufre, les particules en suspension, donc on a parlé PM10, les oxydes d'azote, l'ozone. Les composés organiques volatils, c'est le benzène qui est réglementé, monoxyde de carbone. En métaux, l'arsenic, le cadmium, le nickel et le plomb. Et en hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, c'est le benzoapyrène qui est réglementé. Et donc, il y a des seuils de référence qui existent pour évaluer l'exposition à court terme et à long terme, parce que si on a récupéré les informations sur la qualité de l'air, il faut savoir à quoi les comparer. Et donc, il y a des seuils réglementaires sur ces polluants. Et il y a aussi des recommandations qui ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle directive européenne qui est sortie l'année dernière, où donc là, les seuils réglementaires sont plus contraignants d'ici 2030. Donc là, c'était les anciennes, les valeurs sont toujours appliquées actuellement, les anciennes directives. Ici, les recommandations de l'OMS de 2021, et donc on voit que là, les nouvelles valeurs se rapprochent plus des recommandations de l'OMS. Et donc la nouvelle directive, elle a pour objectif zéro pollution en 2050. Et donc il est prévu de revoir tous les 5 ans à partir de 2030 les seuils en fonction des données scientifiques disponibles. Et sur cette directive, c'est là que la France a 2 ans pour le mettre en œuvre. Tout à fait. Pour la transcrire dans le droit français. Notre problème, il est là. Il est là pour 2 raisons. Parce que d'une part, les concentrations extérieures, elles dépassent ça. Et de 2, c'est que concrètement, pour le traiter dans le bâtiment, c'est complexe. Autant aujourd'hui, si on vous parle double flux et filtration particulière, clairement, c'est pas la norme partout dans tous les bâtiments, mais vous savez de quoi je parle. Si on commence à parler sur Paris, où on est sur des concentrations entre 40 et 50 en dioxyde d'azote, on parle de charbon actif, donc de niveau de filtration complémentaire, des pertes de charge complémentaires, donc ça pose d'autres questions. Et puis en termes de coût, on ne va pas pouvoir le mettre dans tous les bâtiments. Donc il faut vraiment... Une maintenance plus fréquente. Beaucoup plus fréquente. Voilà. 1 an, un filtre, charbon actif, 3 mois max. Hein. Non, mais pour vous donner on le fait dans des situations, on vient de finir, on est en train de livrer là, un bâtiment pont sur le périphérique parisien. Là, la question s'est pas posée. Du coup, on a des données sur l'air extérieur, on est largement au-dessus. Alors, on n'est même pas au-dessus de ça, on est au-dessus de ça. Donc là, la question, voilà, elle se pose pas. Puis dedans, on met des gens qui n'ont pas le choix d'être là, c'est des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences étudiantes. Donc il y a aussi quel public on met dans ces bâtiments, parce que si on a des enfants, bien sûr, peut-être que filtrer une double flux avec de la filtration particulière, elle est encore plus pertinente parce que le poumon est en développement. Donc il y a tout, vous voyez, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte pour se dire qu'est-ce que je fais en termes d'équipement dans mon bâtiment. Et même à Bordeaux, là, à l'heure d'aujourd'hui, on respecte pas on respecte ces valeurs-là, mais pas celles-là en tout cas. Actuellement. Alors, en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Ouais, je respecte ça. Dans les agglomérations. On ne sait pas bien quoi en faire de ces valeurs. Il va falloir travailler. Donc, vous avez vu, ce que j'ai dans ma main, c'est de l'aide. On ne le sent pas. Mais c'est complexe. C'est pas compliqué en fait de faire la qualité de l'air, mais c'est complexe et ça nécessite d'avoir une ouverture vraiment la plus large possible. Et c'est ce qu'on vous offre aussi là aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez commencer à comprendre, de se dire mince, on va quand même relativement loin, on va chercher plein d'éléments et chaque élément compte. Balayer les choses d'un revers de la main, c'est jamais une bonne solution quand on pense à notre avenir qui sont nos enfants encore plus. Et donc pour le radon, on a parlé un peu tout à l'heure. Donc il vient des sols granitiques et volcaniques et il va s'infiltrer dans les espaces clos par les fissures et les caves. C'est pas trop un sujet chez vous? Ouais. Non, pas trop. Enfin, sur les Pyrénées. Si, ouais, les Pyrénées, un peu la Vienne, dans la région, c'est forcément la plus grosse problématique. Et donc c'est un gaz radioactif naturel qui est cancérigène certain. On estime 3000 morts par an. Et c'est la deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabac.
Ça fait plus de morts que la voiture. C'est un gaz qui est inodore, incolore, et donc difficile à détecter. Et donc là, vous avez ici la carte du potentiel radon en France. Donc les communes rouges, c'est celles qui sont concernées. Et donc vous pouvez aller sur le site de l'IRSN et il y a le potentiel radon par commune pour voir si la commune est concernée. Voilà, donc du coup dans la région, ici, on s'est concerné un peu dans les Pyrénées et dans la Vienne. Je vais vous donner une petite astuce qui est toute simple à retenir. Vous tapez sur Internet radon commune et vous tombez là. Voilà, c'est maintenant la SNR, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a fusionné avec l'IRSN. Corinne, il travaille, bien placé pour le savoir. Et hier soir aussi, on a continué on a fait cette discussion. Il faut savoir également qu'il y a des poches de radon qui peuvent exister aussi sur des zones qui sont catégorisées jaunes, ici en zone 1. Donc c'est pas parce qu'on est dans une zone où il n'y en a pas que peut-être potentiellement il y a quelque chose qui peut remonter par en dessous. Le seuil maximum qu'on ne doit pas dépasser dans un bâtiment, c'est 300 becquerels par mètre cube. Sachez qu'une poche sous la terre peut monter à 200 000. Et quand on augmente, en gros, c'est à peu près ça, tu me dis si je me trompe, mais quand on augmente de 100 becquerels, on augmente de 15% la chance d'avoir un cancer du poumon. Donc quand vous avez des maisons qui sont traitées, on va les retrouver notamment, là on voit les Pyrénées, la Bretagne, le centre et autres, on est avec des logements où on trouve du 2000, 2004, 18 000, même jusque-là pour traiter. Donc vous comprenez qu'il faut vite revenir en dessous. À pas négliger, à la réflexion aussi. Oui. Si je peux juste ajouter un truc sur le radon, c'est l'effet cocktail qu'il y a avec le tabac, c'est-à-dire que le radon seul et le tabac, c'est à peu près le même risque. Alors si vous fumez et que vous logez dans un bâtiment avec du radon, on arrive quasiment à un tiers de risque de développement de cancer du poumon quand même. Et juste pour préciser sur la carte c'est une carte géotechnique, en fait ça dépend des sols, mais comme je vous disais, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le rouge qu'il n'y a forcément pas de radon, c'est juste qu'il y a moins de risques que dans les zones rouges. Parce que c'est des zones granitiques en fait, qui sans couche d'argile. Mais si vous êtes à un endroit où la couche d'argile est fissurée, où il y a moins, vous pouvez tout à fait avoir du radon, même dans les zones blanches. Pas le cocktail du Morito de midi. C'est des cocktails bien moins sympathiques, mais auxquels il faut faire attention. Oui. Bon, du coup, là, il y a encore des solutions. La question, c'est de savoir avant. Donc, quand on est dans du neuf, l'idée, c'est de concevoir pour essayer que en fait, dans tous les cas, il faut essayer de limiter le transfert du radon du sol vers l'espace de vie. Donc, soit en travaillant sur un vide sanitaire, par exemple, un vide sanitaire avec une extraction mécanique pour forcer l'air à sortir avant de passer dans l'espace de vie. On peut aussi travailler sur l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, mais il faut qu'elle soit très bonne, cette étanchéité, parce que ça reste un gaz, donc si pour lui c'est plus facile de passer, si une membrane est abîmée, il passe. Et puis un peu comme tous les sujets autour de la qualité de l'air, c'est qu'il faut ventiler le logement pour éviter une accumulation des concentrations en radon dans les espaces de vie. Et même quand on est face à le flux, pourquoi pas la déséquilibrer, faire rentrer plus d'air qui en sort. Ouais, la mettre en surpression, même une légère surpression, et pas que de la double flux, en soi, il y a d'autres systèmes qui permettent... Ah bon Il faut éviter les systèmes de ventilation par extraction qui mettent le bâtiment en dépression. Donne le micro à Francis. Un bâtiment qui est en dépression, c'est un excellent piège à radon. Donc la première chose dans le choix du système, là, c'est d'éviter justement les systèmes à dépression, qui vont dépressuriser le bâtiment en quelque sorte. Donc ce sont les systèmes par extraction. Donc il faut essayer de les éviter quand on est confronté à ce genre de problème. C'est clair. Et s'il y a un système à extraction installé, ne surtout pas boucher les entrées d'air. Ah oui, C'est ça, non mais, parce que des fois on se retrouve avec des maisons qui ont déjà un système de ventilation, qui sont confrontées au radon, et la première chose à faire, c'est de s'assurer que toutes les entrées d'air sont bien, parce que sinon on force le radon à rentrer du sol. Mais en extraction, c'est très compliqué en hiver de gérer le radon. Là, c'est pratiquement impossible. Ou alors il faut des systèmes avec des dépressurisations du sol, des choses comme ça, mais qui sont plus compliquées à mettre en œuvre. Merci, Francis. On a fait le sol, l'air extérieur. Quand on avance dans les étapes, donc c'était limiter le transfert des polluants extérieurs. Si on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous connaissez l'étiquetage obligatoire des produits de construction, cette étiquette qui est affichée sur les produits, va renseigner sur l'émission de 10 composés organiques volatiles, dont le formaldéhyde.
Là, ce que je vous ai mis, c'est que je trouve ça intéressant, c'est que souvent, on entend aujourd'hui, il y a l'étiquetage, c'est bon, ça suffit. L'étiquetage aujourd'hui, même si beaucoup d'industriels font les tests, reste déclaratif. La seule obligation, c'est de mettre l'étiquette sur le produit. Donc encore faut-il que le produit ait bien été testé en chambre d'essai. Et ce graphique, il vous montre pour deux polluants, enfin pour deux paramètres dans l'étiquetage, le formaldéhyde et les composés organiques volatiles totaux, la complémentarité avec ce qu'on appelle les labels environnementaux des produits de construction. L'écolabel européen, le GUP, le Nature Plus, les MICODE pour les produits de pose. En fait, c'est pour vous montrer que notre étiquetage aujourd'hui, pour être A+, donc il y a 4 catégories, A+, A, B, C. Pour être A+, il faut respecter tous les seuils. Et pour les composés organiques volatiles totaux, il faut respecter 1000 microgrammes par mètre cube en concentration dans l'air. Vous voyez que finalement, par rapport aux autres labels environnementaux sur les produits de construction, on n'est pas très exigeant. On peut faire beaucoup mieux. En revanche, si on regarde pour le formaldéhyde, quand on regarde notre étiquetage obligatoire, on est à 10 microgrammes par mètre cube, et du coup certains produits ont du mal à être à plus, alors que d'autres labels environnementaux vont, notamment la référence européenne, elle est souvent à 60 microgrammes par mètre cube, et donc vous voyez, tout ça pour vous dire que l'étiquetage, oui, quand on est sûr que le produit a été testé, qu'on a vérifié ses émissions, et surtout, en complémentarité d'autres labels, ça apporte un plus pour la qualité de l'air. Et quand on a un petit label, on est sûr que le produit a été en chambre d'essai, puisque c'est obligatoire pour le label. Et pour la chambre d'essai, justement, j'ai une petite question. On le mesure sur 28 jours ou on le mesure sur une période un peu plus prolongée? Non, 28 jours. Ça coûte cher après de faire plus. Ouais, mais est-ce que derrière, on ne se retrouve pas avec des En choses fait, qui 28 se relâchent jours, d'autres choses non, mais en ils suivant, estiment que 28 jours, ça représente les émissions. Tu prends le produit quand il sort d'usine, tu le mets en chambre d'essai. Donc il y a une chambre d'essai, c'est une chambre inerte, inox, en verre. Il y a un débit d'air, température et humidité qui sont contrôlés. Et on estime qu'au bout de 28 jours, c'est représentatif de l'émission en exploitation du produit. C'est là où vous retrouvez aussi, c'est pas avec Midi Eco qu'on va les comptes, on vous dit vous achetez un meuble suédois, pour dire ce qu'on entend un petit peu partout, ben, en gros c'est vous le déballez, vous le laissez un mois avant de monter le lit pour l'enfant dans sa chambre. C'est pas une mauvaise idée non plus quand on peut. Mais le problème, c'est que ça peut aller au-delà. Sur certains, ça peut Bien aller sûr. sur plusieurs années. C'est ce qu'on disait, mais après il y a aussi des matériaux qui ont une capacité d'absorption et relargage, et ça aussi. Bon, je ne sais pas qui est dans la salle, donc je ne vais peut-être pas me faire des copains partout. Mais globalement, notre problématique en qualité de l'air sur les matériaux, revêtement de sol, ça s'est beaucoup amélioré, il n'y a quasiment plus de sujet. Et puis de toute façon, on a un petit vernis au-dessus, ça bloque les émissions. Nous, pour la qualité de l'air, ça nous va. Souvent on me dit tous les produits sont A+. Oui, une peinture qui est A+, c'est quasiment normal, peu importe sa composition. Parce qu'on mesure à 28 jours et une peinture elle va émettre beaucoup, on va dire sur les 2 premières semaines, et ensuite elle sèche. Donc à 28 jours quand on prélève, forcément la peinture elle est A+. Donc la peinture en neuf, c'est un sujet, tant mieux si on peut y aller. Finalement, pour moi la peinture c'est un vrai sujet en réhabilitation, et notamment chez les bailleurs en réhabilitation en site occupé. Là, on est sur un projet, on va essayer de regarder un peu plus ça. Et puis après, il y a les panneaux à base de bois. Parce que les panneaux à base de bois, on rajoute des cols, et pour de la résistance mécanique, pour du coup, on rajoute souvent des cols à base de formol, donc de formaldéhyde. Et là, effectivement, ça peut dégazer assez longtemps. Alors, je regardais tout à l'heure, c'est pas mal, on n'est pas en... Je crois pas que ce soit assez du plâtre. Les panneaux acoustiques, en fait, autant quand le panneau, quand vous avez du formaldéhyde à l'intérieur, dans la colle, mais que le panneau il est bien revêtu, en soi ça bloque. Donc il y en a, mais on ne le respire pas. Par contre, quand vous faites de l'acoustique, on fait des petits trous pour l'acoustique, et là vous n'êtes pas recouvert par des champs, et du coup ça peut émettre. Et dans certaines écoles, on a mesuré des concentrations qui montent au-dessus de 100 microgrammes par mètre cube. Et voilà, comme il dégaze longtemps, pas en forte concentration, mais longtemps, il faut changer et recommencer. Quoi. Tu parles de panneaux en particules plus ou pas des panneaux de particules, pas de tablettes de plâtre. Non, panneaux de particules. Particules parce qu'on met un liant et que ce liant est à base de formaldéhyde. Donc le truc, les panneaux à base de bois, et d'ailleurs les panneaux à base de bois, d'ailleurs ils ne sont même pas concernés par l'étiquetage quand ils sont là. Il y a des petites subtilités. Et sur la partie ventilation, donc l'objectif c'est pas de rentrer dans le détail, mais je pense que dans la matinée, vous l'avez bien compris, les sources de pollution, on peut limiter ce qui vient de l'extérieur par la ventilation, on peut limiter les sources de pollution à l'intérieur du bâtiment par le choix des produits, et de toute façon, il faudra assurer un renouvellement d'air performant.
Donc vérifier, déjà il y a la mise en œuvre du système qui est importante, et puis vérifier que ces débits soient bons à réception, mais idéalement dans une démarche de qualité de l'air, vérifier aussi sur les premiers mois qu'il n'y ait pas de dérive et que le système fonctionne toujours bien. Et sensibiliser les occupants, parce que comme Valérie disait, les gens qui bouchent les entrées d'air, c'est parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas la culture du renouvellement d'air en France. On ne comprend pas comment ça fonctionne, l'air qui rentre, on se dit que c'est de l'air froid et qu'il va falloir le chauffer. Tant que les gens bouchent les entrées d'air, c'est qu'on n'a pas compris le cycle de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a aussi des mouvements d'air qui font qu'à un moment donné, on se trouve à ne pas avoir une homogénéité dans le logement. Par exemple, ça peut être une pièce qu'on a dans un logement, et on dit tiens, la chambre n'est pas beaucoup occupée, je ne vais pas la chauffer. Donc il y a une sensation de froid qui se transmet, qui joue, puis on dit tiens, j'ai froid, j'augmente un peu le chauffage de l'autre côté, et puis mais j'ai le courant d'air, donc je bouche l'entrée d'air ou autre, et puis on est rentré dans un cycle où on pense bien faire, et finalement le premier point c'était peut-être de garder une température peut-être pas trop mal dans cette pièce-là, puisque le logement va fonctionner de manière volumique. Donc on va éviter de faire des coins, et ceux qui font de la thermique le savent. Hein. L'idéal c'est le cube, hein. C'est pas d'avoir des angles un peu partout, et une pièce froide à l'intérieur, c'est une pièce qui fait des angles et qui joue sur le reste aussi. Mais quand on passe le permis de conduire, on nous explique comment une voiture fonctionne. Maintenant, il faut changer les pneus, etc. Le bâtiment, ça fait partie de la base de connaissance de n'importe quelle personne, de savoir comment fonctionnent les différents systèmes. Alors la chaudière, peut-être parce que ça fait plus de morts, du coup, les gens sont plus intéressés au sujet, mais du coup, il y a des réglementations. La ventilation, les gens ne comprennent pas, là, il y a le détalonnage des portes, alors on fait des travaux, on fait plus attention au détalonnage, et c'est vrai que la ventilation, elle fonctionne par balayage, et en fait, il y a un vrai rôle aussi de la société sur l'acculturation au renouvellement d'air. On va revenir juste sur quelque chose de simple. Vous ne mangez pas, vous assurez les autres ressources physiologiques de respiration et de s'hydrater. Au bout d'un mois, vous allez avoir des risques de morbidité avérés, et c'est clair. Vous ne buvez pas ces 48 heures à 72 heures, vous ne respirez pas ces 2 minutes. Il faut replacer les choses aussi dans leur ordre. Et une fois qu'on a pris ça, c'est tout bête. Hein. Et puis, c'est vraiment un drame pour l'être humain, parce que l'air, on ne le voit pas. On est vraiment gêné à partir du moment où on voit des fumées, et là on se dit, oh, ça va être dangereux, alors qu'il y a bien d'autres choses, comme le monoxyde de carbone, qui vont le faire. Et en fait, on a le réflexe de respirer. Donc on ne se rend même pas compte, finalement. Ce que je fais aussi des fois de temps en temps, je prends deux verres d'eau, il y en a un que je souille un peu avec de la poussière, avec du pollen, et je dis lequel des deux vous voulez boire. C'est simple. Tout le monde me dit je veux l'eau limpide. Non, ce qu'on respire, c'est celui qui est souillé. Quand on a pris ça aussi en conscience, on se dit qu'il y a un moment donné, il faut y faire attention. Le dernier point. On contrôle. À réception, parce que l'idée c'est ces contrôles à réception, ils sont là pour vraiment qualifier les émissions du bâtiment qu'on vient de concevoir ou qu'on vient de rénover. Donc il y a la mesure aujourd'hui, on en entend quand même de plus en plus parler. Il faut différencier ce qu'on peut faire à réception de ce qu'on peut faire en exploitation. À réception, on va plutôt trouver des techniques de prélèvement d'air qui passent en laboratoire. On met des systèmes de prélèvement en fonction des techniques, ça peut aller d'une journée à 4-5 jours. Et ensuite, ces échantillons, ils partent en laboratoire et ça va venir nous dire tel polluant et en telle concentration pendant cette semaine de mesure. Et donc, on va avoir une valeur polluant par polluant. Alors qu'en exploitation, ce qui se développe, et peut-être que vous avez été aussi sollicité, on a de plus en plus de micro-capteurs, et là, qui nous permettent de mesurer en continu. C'est aussi intéressant, mais pas pour les mêmes choses. Autant ici, vous pouvez faire de l'analyse sanitaire, parce qu'on a une concentration pour un polluant. Là, les microcapteurs, ça vous donne une charge globale dans l'air. Alors, je ne vous demande pas de faire attention à la valeur absolue, parce que vous mettez 3 microcapteurs, vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs. Mais, par contre, ça permet de comprendre le fonctionnement du bâtiment, et ça, c'est intéressant. Pour de la programmation horaire sur de la ventilation, je vais regarder si je la mets à 5 heures, est-ce qu'à 6 heures, mes concentrations sont redescendues. Et là, ça devient intéressant. Donc attention, la mesure, on peut en faire de plein de sortes. Il y a la mesure sanitaire, normée, qui passe par labo. Il y a les microcapteurs. Tout est intéressant, mais ça dépend pour quelle utilisation. Et pour la ventilation, on a aussi des systèmes qui sont asservis avec des détecteurs. Aussi. On regarde de la température, l'humidité, le COV pour certains maintenant, et le CO. C'est terminé. Je voulais juste... Eric, attends, un micro, Eric. Non, mais c'était juste par rapport au fonctionnement du bâtiment et aussi par rapport à l'usage Tout à fait, oui. de l'occupant. Oui, exactement.
Non mais oui, la sensibilisation avec les microcapteurs, elle est intéressante. Vous nettoyez le bâtiment, il y a une émission composée, on la voit sur le microcapteur, vous ouvrez la fenêtre, on voit la diminution. Et en fait, l'air, ça ne se voit pas. Et du coup, ces microcapteurs permettent un peu de rendre visible l'invisible. Et donc, à vertu pédagogique, c'est intéressant. J'ai une petite dame à Grenoble, à contrario, qui mesurait, qui avait eu des microcapteurs, et c'était tout le temps rouge, parce que vous savez, Grenoble est une belle cuvette, un vrai arbre, et en fait, elle s'est inquiétée le jour où le capteur était vert, parce qu'elle dit le capteur marche plus. Vous voyez qu'un peu ça peut jouer aussi dans l'autre sens, à contrario, il y avait eu des tests qui avaient été faits dans le métro, avec, c'était Respire qui l'avait fait, ils avaient mis des microcapteurs aux ceintures, les gens qui descendaient dans le micro, ils ont arrêté parce que les trucs étaient rouges tout le temps. Et ils se sont dit, il va y avoir l'anxiété qui fait qu'on va plus y aller. Et donc, à un moment donné, c'est sûr que que mesure-t-on et quel usage on va faire? Il faut savoir que la mesure, à partir du moment où vous mesurez, vous allez forcément trouver quelque chose. Bien, il y a toujours des substances dans l'air. Donc la question, c'est pas être trop anxiogène, savoir qu'est-ce qu'on mesure, être en capacité aussi d'interpréter, parce qu'on voit, on parlait des particules de taille 1 micron, donc les toutes petites. On peut les mesurer aujourd'hui, mais on ne sait pas quoi les interpréter. Et quand vous avez une valeur et que vous ne savez pas expliquer aux gens si elle est bonne ou pas bonne, ça n'apporte pas non plus énormément de choses. Donc, on a des concentrations de polluants connues aujourd'hui, on a des listes de polluants qu'on peut mesurer. On sait faire le lien aussi avec la source, c'est important, de savoir donner aussi des conseils une fois que vous avez mesuré que c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça passe beaucoup par la ventilation. La photo est restée floue, mais finalement c'est peut-être un peu moins flou maintenant pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez faim? Ah là, c'est pas pareil. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va... Une petite chose. Non, tu veux le micro? Non, c'est bon, c'est grave, j'ai le droit de voir. Vas-y. Depuis ce matin, on développe pas mal de choses, mais pas une seule fois, j'ai vu un point clé dans le bâtiment au jour d'aujourd'hui. On est quand même dans un truc qui parle de bâtiment, qui construit des bâtiments, c'est la GTB. Parce que la GTB, dans ce qui est l'analyse de l'air, action sur le bâtiment en direct ou en automate, c'est le point clé où, dans le futur en tout cas, surtout avec les nouvelles normes, parce que maintenant il va falloir un relevé de température et par pièce, plus un contrôle des températures. Enfin voilà, avec la GTB, on a des points de contrôle, enfin des points de contrôle lumineux qui intègrent, c'est cet après-midi. Dans le bâtiment, il y a le logement et il y a le reste. Et du coup, effectivement, presque quand on est en tertiaire, les questions de filtration, c'est plus trop un sujet. Donc c'est vrai que quand on parle des problématiques, et d'ailleurs il faut aussi dire tout ce qui va bien de temps en temps, mais quand on parle des problématiques, c'est vrai qu'on pense plus facilement au logement que dans des bâtiments. Alors, logement et école, parce que les écoles, elles sont pas non plus... La GTB, c'est aussi pour le logement. Hein, ouais, mais elles ne sont pas encore... pour travailler beaucoup en neuf et en réhab, on ne la voit pas beaucoup... Ça existe, ben oui, ça coûte cher. Ben oui, non, mais il faut se dire les choses. Oui, mais ça coûte cher, mais d'un côté, on gagne énormément. La maison devient intelligente et elle gère tout ça pour nous. Mais quand vous faites la performance énergétique, les gens, ils voient la réduction sur leur facture à la fin du mois. C'est eux directement. Alors que quand on fait de la qualité de l'air, ils ont... En soi, c'est pas eux qui payent, c'est la société. Les médicaments, les médecins. Ce n'est que 25% du budget de l'État. Et en plus, et la part liée à ça. C'est sur la durée. Mais c'est vrai, Fabien nous l'a montré tout à l'heure, il y a quand même des niveaux où c'était du 200 € par an, 148 à gagner, 59. Moi, je vais vous donner un petit truc tout bête. Si ma santé elle était meilleure que ça, moi, je suis à plus de 400 balles par mois de traitement. Je préférerais avoir ce qu'il faut, et là, j'avoue que j'ai fait des choses chez moi qui vont bien. Ça me permet d'avoir diminué ça. C'est intéressant, et ça va très loin. Quelqu'un qui est, on ne pense pas assez, mais quelqu'un qui est un fumeur, qui est qui doit passer en soins intensifs, etc., on est à 150 000 € par mois. Ça coûte très très cher. Donc, mais c'est pas le bâtiment. Mais c'est pas le bâtiment, mais la cigarette à l'influx, et voilà, par contre le radon on va le retrouver, hein, parce que c'est la même chose. Voilà. Donc Laurent, ce que je disais, c'est tout à l'heure on va se revoir pour ça, hein, on va avoir les interventions sur des exemples de comment à la conception du bureau d'études et le maître d'œuvre architecte va réfléchir la qualité de l'air dans ce qu'ils vont nous montrer. On a Daniel avec Calibat et les compagnons du devoir qui vont dire quels sont les points importants
de bien faire. Et après, avec Valérie et Sacha notamment, on va reparler de ce que tu évoques. Vous avez donc le repas qui est prévu. Je vais laisser compagnon et puis je vois pas Marie par là pour le sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, c'est vrai. Il y a toujours la dégustation de vin, vous l'avez vu.